Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Il est 11h40, on est parfaitement à l'heure. Tout à l'heure, rendez-vous midi 35 pour une nouvelle projection. Maxence Verrier, chasseur d'orage évidemment, on retrouvera son best-of, le meilleur de sa série les colères du ciel, disponible notamment sur YouTube. Alors là, on va parler d'un sujet qui me parle et qui vous parle aussi, c'est le lien entre les médias et l'information météo, alors à travers les prévisions, mais aussi les cartes de vigilance. On va évoquer aussi la vulgarisation essentielle pour donner accès au savoir sur des faits qui sont peut-être un peu techniques, un peu compliqués à aborder. Pour cela, on va accueillir Serge Zaka, qui est agronome et docteur en agroclimatologie, et puis le vidéaste français Poisson Fécond également, qui va nous rejoindre. Vous pouvez rentrer, messieurs, on vous attend pour lancer une session de discussion. Merci à tous les deux d'être là en ce dimanche matin pour ce premier festival français dédié aux chasseurs d'orage, et on est très content d'accueillir aussi Poisson Fécond. On parlera dans un instant notamment de l'importance de la vulgarisation. On peut peut-être se représenter, Serge, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là hier et qui sont avec nous aujourd'hui. Déjà, bonjour à tous, je suis Serge Zaka, je suis déjà chasseur d'orage, c'est pour ça que je suis là, et je suis également scientifique, je travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture, et vous me connaissez peut-être, je suis très présent sur les réseaux sociaux à détruire quelques climato-sceptiques de temps en temps, on en parlera tout à l'heure, et je suis très présent dans les médias, pour faire de la vulgarisation. Alors sur ma thématique, agroclimato, Poisson Fécond, je sais que tu en fais sur plein de thématiques. Je te passe la main. Oui. Bonjour à tous. Donc moi j'ai la chaîne effectivement qui s'appelle Poisson Fécond, notamment sur YouTube. Ça fait 13 ans que je fais des vidéos et c'est des vidéos de culture générale avec un angle souvent un petit peu insolite, un peu décalé. Et donc j'ai pu faire quelques vidéos qui parlaient de foudre, d'orage ou alors de tornade ou des trucs comme ça. Après c'est effectivement beaucoup plus de la science ou parfois de l'histoire, mais sous un angle beaucoup plus généraliste. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Pour la première partie de cette discussion, on pourra avoir un échange également avec la salle tout à l'heure. Comment on fait aujourd'hui pour informer à l'heure des réseaux sociaux? Alors les réseaux sociaux, ça date pas d'hier, mais normalement l'information officielle passe par les médias, les réseaux sociaux en font maintenant presque partie. Serge, quelle est ton approche, toi, sur cette relation entre météo, médias officiels, et j'ai presque envie de dire parfois médias officieux? Comment on fait pour informer sur les réseaux sociaux? Ça devient de plus en plus compliqué. Déjà, premier point, première information, ça devient de plus en plus compliqué puisqu'en réalité, depuis 3 ans, on a un virage sur les réseaux sociaux. Avant, les réseaux sociaux étaient notre ami. Ça nous permettait un petit peu de voir des liens avec notre famille, nos amis, et puis également d'apprendre des choses. Maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup plus un repère de désinformation. Donc c'est-à-dire que mon métier en tant que vulgarisateur, et sûrement le tien, il a beaucoup évolué. Il y a 3 ans, quand on vulgarisait, on avait beaucoup de partages, on avait les algorithmes qui étaient souvent avec nous, et puis ça permettait d'informer pour prendre les meilleures décisions politiques d'adaptation au changement climatique et l'agriculture derrière. C'est l'objectif final. Et de faire comprendre aussi au grand public la consommation et l'agriculture, comment ça fonctionne par rapport au climat. Maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est devenu différent. C'est-à-dire que je suis plus là juste pour informer, je suis là également pour défoncer, quoi. Je dis les choses clairement comme elles sont. On a une désinformation qui galope beaucoup plus vite que l'information. Donc le rôle aussi des scientifiques a évolué. Le rôle est de réinformer presque, plus que d'informer. Et moi j'ai remarqué une chose, on pense à X évidemment, anciennement Twitter. Beaucoup de météorologues, climatologues, des scientifiques ont fait le choix de quitter cette plateforme pour des raisons qui leur sont propres. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour répondre justement à la désinformation qui circule? Même si, tu l'as dit, l'audience est peut-être moins élevée du fait d'algorithmes, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Alors, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai une façon de voir les choses qui est peut-être différente de certains de mes collègues scientifiques. Moi, je veux dire clairement, sur Blue Sky, je me fais chier. Enfin, les gens, ils arrivent, ils me disent « Oh, merci, Serge Zaka ». Blue Sky, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est un peu le concurrent ou le remplaçant de Twitter avec moins de monde. Ceci dit, tout le monde est d'accord avec ce que j'écris. Il n'y a personne qui m'insulte, il n'y a personne qui... Ouais, c'est chiant, voilà.
Quand on sort de X, on a l'impression que c'est la guerre en permanence. Et voilà, j'ai envie de leur dire, mais insultez-moi les gens, faites-moi quelque chose, là, contredisez-moi. Enfin voilà. En fait, mon objectif à moi n'est pas de parler aux personnes qui m'écoutent. Mon objectif est de conquérir un nouveau territoire, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas l'habitude de m'écouter. Et sur X, il y a la différence qu'on a cette contradiction qu'on n'a pas sur Blue Sky. Donc sur X, j'ai pris un petit peu cette casquette, ce chapeau de contredire les climato-sceptiques pour ne pas laisser les gens, ces discours faire tache d'huile et puis aller toucher plein d'autres personnes. Donc je reste sur X, ça c'est mon choix, je respecte aussi le choix des personnes qui ont envie de partir par rapport à ces insultes permanentes, je peux comprendre. Moi ça me passe au-dessus du chapeau, hein, je continue. Mon objectif est d'informer et surtout mon objectif est que ces climato-sceptiques ne convainquent pas plus de monde. N'oublions pas que ici il y a sûrement beaucoup de scientifiques. Mais dans la vraie population, en dehors de cette pièce, il y a 80% des personnes qui n'ont pas forcément fait d'études scientifiques et qui, du coup, peuvent être influencées par ces comportements climato-sceptiques. Donc, l'objectif, pour moi, est de ne pas convaincre les climato-sceptiques sur X. Ça, c'est peine perdue. Hein, il faut qu'ils aillent plutôt un psychologue plutôt que moi. En réalité, mon objectif est de mettre un élément contradictoire en réponse en dessous. Un commentaire avec des graphiques, souvent un peu d'humour, parfois ça marche bien, un graphique, des chiffres, des cartes, qui permettent en fait juste de contredire le discours pour pas qu'il fasse tache d'huile. Et puis parfois j'ai vu que tu allais aussi au contact, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tu vois des posts passer et tu t'empêches pas de remettre les faits, parce que c'est des faits en fait, c'est un peu comme un journaliste, tu remets des faits au centre de l'échange. Mais ça devrait pas être juste exceptionnel. Parce que là, la façon dont tu le dis, on a l'impression que c'est genre, waouh, le mec il va au contact. Tous les scientifiques de France devraient le faire. C'est-à-dire que quand on voit, vous en tant que chasseur d'orage ou que grand public, et vous avez peut-être des connaissances aussi pour contredire ces personnes-là, mais faites-le. Au lieu de m'envoyer un message et de me dire « Oh, je te supporte », enfin, oui, c'est bien de me supporter, mais il y a un moment, allez aussi, si vous avez des éléments contradictoires et surtout des éléments scientifiques qui peuvent les contredire, n'allez pas les insulter, mais allez les contredire, faites-le. C'est ça, la moyenne, enfin, la façon de se comporter, c'est ça ça devrait pas être exceptionnel d'aller les contredire. Ça ne devrait pas être exceptionnel. C'est ça que je milite un petit peu, c'est que sur Twitter, ça ne devrait pas être exceptionnel de voir des scientifiques répondre à ces personnes-là. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de scientifiques qui ne vulgarisent pas suffisamment, qui sont des pointures dans leur domaine et qu'on ne retrouve pas sur les réseaux sociaux. Qu'on ne retrouve pas ces personnes-là. C'est comme un devoir citoyen presque en fait, d'aller informer la population par rapport aux risques qu'il peut y avoir. Poisson fécond, et quand vous entendez ça ? C'est un autre métier en fait. C'est un autre métier, vulgariser. C'est pas être, enfin, le scientifique, du coup, lui, il va faire du travail peut-être plus fondamental, oui. Mais la vulgarisation, c'est pas le même métier. C'est comme essayer de récolter quelque chose et en même temps de le semer, tu vois. Enfin, c'est pas forcément la même personne qui va le faire. Je suis pas forcément d'accord. C'est l'intérêt de la discussion, hein. C'est-à-dire que voilà. On n'est pas sur Blue Sky, il peut y avoir du débat en tout cas. Oui, c'est que moi, je me considère comme scientifique, je produis de la donnée, de la data sur l'impact du changement climatique sur la tomate, l'oignon, l'abricot, la vache laitière, enfin, des éléments qui sont originaux et nouveaux. Et je ne me contente pas juste de les diffuser à mes clients ou d'en faire un article scientifique, c'est-à-dire que derrière, je vais les expliquer aussi sur les plateaux télé. Et je suis donc vulgarisateur en plus d'être scientifique. Je ne pense pas que ça soit décorrélé. Et que derrière les scientifiques qui ont un discours important pour la population, sur l'écologie, sur les écosystèmes, sur les forêts, sur le changement climatique, justement, c'est les meilleures personnes pour aller en discuter. Il y a bien sûr les vulgarisateurs, mais c'est que quand on voit un scientifique passer sur un plateau télé, on a tendance à très bien l'écouter, puisqu'il a sa posture aussi, ses connaissances qui lui traînent derrière, quoi. Donc voilà, c'est après les vulgarisateurs qui reprennent comme toi, qui reprennent vous avez un rôle de encore plus répandre cette parole scientifique. Je suis pas en train de dire que c'est pas il peut pas faire les deux, hein. C'est juste que c'est pas la même chose. Et en l'occurrence, en fait, c'est pas du tout les mêmes capacités en fait pour pouvoir, du coup, apprendre et faire des papiers scientifiques qui sont compliqués et que personne ne lit, et de vulgariser au grand nombre et faire en sorte que des gens qui comprennent rien au sujet, en fait, ils vont réussir à saisir l'essence. Et du coup, ça fait pas appel aux mêmes mécaniques dans le cerveau. Donc voilà, si la personne réussit les deux, c'est bien, mais du coup, ça lui implique de faire deux métiers différents, tu vois.
Oui, bah, on est d'accord en fait au final. Voilà. Poisson fécond, comment vous êtes devenu l'idée de vous lancer dans la vulgarisation? Est-ce que c'est la philosophie, c'est évidemment de donner accessible le savoir sur des thèmes qui sont peut-être compliqués à appréhender. Vous parliez d'articles parfois difficiles, scientifiques. Vous, votre job, voilà, c'est de rendre tout ça pédagogique. Ça avait commencé par une nuit d'orage. Non, pas du tout. Non, en fait, du coup, ça avait commencé parce que du coup, je faisais des études en psychologie, mais je voulais être professeur en fait des écoles en l'occurrence, et puis j'étais passionné par pas mal de sujets, l'aspect scientifique en faisait partie, mais j'avais constaté un truc, et c'était intéressant, parce que ça rebondit sur la notion de pédagogie, c'est que les professeurs que j'avais, et globalement un petit peu la plupart des profs, si j'avais bien compris, mais ils n'arrivent pas à faire en sorte que les élèves soient intéressés par ce qu'ils sont en train de raconter. C'est-à-dire qu'ils vont être souvent abstraits, pas très clairs, on ne sait pas trop où ils veulent aller, ils n'arrivent pas forcément à emporter en fait leur classe, et au-delà du fait qu'ils n'arrivaient pas forcément à les gérer aussi, c'était un truc que j'avais vu et qui était quand même très fréquent, genre 90% de mes profs. Ce qui fait que 90% des cours, si je m'accrochais pas, j'étais perdu, quoi. C'était très difficile. Mais voilà, du coup, la pédagogie, c'est un truc qui est compliqué, en fait, et parce que c'est d'autant plus compliqué que si on demande à un scientifique, où c'est pas son métier, de vulgariser, c'est pas simple, sachant qu'un professeur, où c'est censé être son métier, il n'y arrive pas la plupart du temps quand même. Et moi, du coup, ça m'avait un petit peu estomaqué, sachant que si j'étais un professeur, je voulais être un prof qui pourrait intéresser ses élèves, c'était un peu le but, et au final, je l'ai pas fait, et donc j'ai fait des vidéos YouTube sur plein de sujets différents, et c'est là où je me suis amélioré là-dedans, quoi. Et vous avez déjà, on en parlait en introduction avec Serge Jacquat, été attaqué vous aussi sur les réseaux sociaux, parce que vous avez quand même une forte communauté, plus de 200 000 personnes vous suivent sur Instagram notamment. Vous avez dû faire face sans doute aussi à des messages, des retours. Oui. Après Insta, oui. Insta, c'est qu'une partie, du coup, c'est plus YouTube, où il y a 3,5 millions, ou 6, je sais plus, mais bon, du coup... Oui, après il y a des gens qui attaquent, mais c'est rigolo, quoi. Sur quelle partie du truc. En fait, ça rebondit. Justement, je reviens sur Blue Sky justement par rapport à ça, où je suis jamais allé du coup, mais ça a l'air fascinant comme endroit. C'est que s'il y a personne qui vous attaque ou s'il y a personne qui réagit avec un petit peu plus de véhémence, surtout quand vous commencez à faire des vues, des milliers, dizaines, centaines de milliers de vues, etc. Ça commence à devenir inquiétant parce que ça veut dire qu'en fait, vous ne grandissez pas, quoi. Il faut vraiment imaginer que vous êtes dans votre petite mare et si vous grossissez pas pour finir par un étang, un lac et compagnie, ça veut dire que y a personne. Concrètement, s'il y a personne qui vient vous attaquer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de convertir des nouvelles personnes. Forcément, en fait, l'altérité, le fait qu'il y ait des gens en fait qui sont pas d'accord avec vous, c'est normal. C'est la réalité et c'est le cas dans tous les sujets. Que ce soit un sujet qui soit peut-être polémique comme le climato-sceptisme ou alors n'importe quel sujet, c'est normal qu'il y ait des gens qui sont pas d'accord. Même entre scientifiques, les gens sont pas d'accord. Et donc, si tout le monde est d'accord avec vous, ça veut dire que vous êtes en train juste de vous adresser à des gens qui vous aiment déjà, donc que vous ne grossissez pas. Et ça, c'est embêtant. Serge. Je suis d'accord, ça c'est ce que j'ai remarqué aussi. Il y a 4 ans, je m'adressais souvent à ma bulle, on appelle ça une bulle des réseaux sociaux, quoi. Et à partir du moment où il y a eu les canicules en 2022, où là il y a eu beaucoup plus de plateaux télé... Sécheresse, plateaux télé, etc. Oui, là je me suis fait insulter beaucoup plus, mais en réalité j'ai pris ça comme justement un espèce de succès d'avoir atteint des personnes qui ne me suivaient pas avant. Et de pouvoir toucher justement, derrière ces 2-3% qui viennent insulter, il y a 97% des autres personnes qui ne s'intéressaient pas au changement climatique, mais que je touche et qui me suivent derrière. C'est aussi l'objectif. Mais je trouve ça inquiétant, je suis exactement pareil. Sur Blue Sky, je trouve ça inquiétant de toujours toucher les mêmes personnes et qui vous félicitent. Alors c'est bien parce que j'apprends des choses à des personnes qui sont déjà convaincues, mais pour vaincre le changement climatique et pour pouvoir faire évoluer aussi la façon de cultiver en France, ou l'ère de répartition des cultures ou d'autres aspects de mon boulot, si je touche que les convaincus, ça va rien changer. L'objectif est de toucher les personnes que j'ai pas l'habitude de toucher. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui dans le climato-sceptisme, dans cette ère où il faut tout critiquer, tout remettre en question? C'est le savoir en fait qui est au centre de ça, c'est-à-dire qu'on s'agace
d'en apprendre un peu plus sur tel ou tel thème. Moi, j'ai vu évidemment, et comme beaucoup sans doute ici dans la salle, voilà, différents tweets où tu nous apportais des informations, notamment sur l'agroclimatologie. C'est évidemment ton métier, ta spécialisation. Mais qu'est-ce qui agace les gens en fait? C'est que tu leur donnes des informations, que vous leur donniez des informations à travers des vidéos ou là en l'occurrence des posts? Le premier truc qui agace les climato-sceptiques, c'est mon chapeau. Ça donne un niveau intellectuel assez élevé, voilà. Le deuxième truc qui agace les climato-sceptiques, c'est que j'ai jamais de manche, voilà aussi. C'est le physique, en réalité. Donc à partir de ce moment-là, l'objectif n'est pas de contredire un élément scientifique, l'objectif est de détruire une personne. Ce sont des attaques personnelles. Donc déjà, premier point, 90% des attaques, c'est le physique. Voilà, vous pouvez vérifier par vous-même. Hein. Vous allez sur une publication sur Quotidien, il n'y a pas longtemps, je suis passé en vidéo. En dessous, c'est la foire au taré, quoi. Enfin, derrière, il y a une autre partie qui viennent contredire les affirmations scientifiques sans éléments scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas m'attaquer sur mon physique. Ils vont attaquer sur leur avis personnel. Moi, je pense qu'il n'y a pas de changement climatique parce qu'en 1947, quand j'allais cueillir les framboises, eh bien, il y avait une sécheresse. Enfin, voilà, on est sur des arguments personnels qui n'ont aucune valeur scientifique. C'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant, avec les réseaux sociaux, on appelle ça l'ultra-crépidentarisme, le petit tonton là au repas de Noël qui vous racontait qu'il savait tout sur tout, ou le mec du PMU là qui vous disait que lui il ne croyait pas en certains aspects de la politique ou alors certains aspects des scientifiques. Bah maintenant ils ont accès, tout le monde a accès à leur discours. C'est ça qui est dérangeant. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas la jugeote nécessaire de pouvoir savoir si le discours affirmé est un discours scientifique ou une opinion personnelle, parce qu'on perd aussi cette notion de savoir, on ne l'apprend pas en cours de savoir voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il faut rattraper ça. C'est ça le problème. C'est que maintenant, ce ne sont pas des scientifiques qui prennent la parole sur les plateaux télé, ce ne sont pas des scientifiques qui écrivent des livres sur le changement climatique, ce sont des citoyens lambda qui racontent leur vie. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qu'on essaye de contredire. Faites référence par exemple à un ou même plusieurs livres d'auteurs américains? Non, il y a un Français qui s'appelle Christian Girondeau qui nous écrit des livres tous les 4 matins et qui passe sur CNews tous les 4 matins et qui raconte n'importe quoi sur le changement climatique. On m'a proposé de faire un débat avec lui sur mon livre sur le changement climatique qui est juste là, j'en fais la pub au passage. Eh bien, il voulait faire un débat avec lui, j'ai refusé. C'est pas possible de faire un débat avec une personne comme ça. Parce que moi, je vais arriver avec des éléments scientifiques, des pourcentages, des graphiques, des éléments étudiés. Derrière, en face de moi, je vais avoir un mec qui va me raconter sa vie. Donc, c'est pas intéressant, en fait, d'attaquer ces climato-sceptiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que leur discours ne touche pas d'autres personnes. Voilà, c'est pour ça que je réagis souvent sur les réseaux sociaux. Donc, le problème, c'est qu'on a en face de nous, je résume, des personnes qui n'ont aucun rapport avec la science dans laquelle ils parlent. Les vaccins, la Palestine, on passe d'un géopoliticien à un agroclimatologue et puis à un médecin en 3 tweets. C'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils touchent de plus en plus de monde. Je sais pas, ouais, d'où l'importance de propager le savoir, Poisson Fécond, avec YouTube, avec Instagram. Vous, votre job, c'est de prendre des faits et de les rendre les plus accessibles possibles. Est-ce que vous pouvez nous faire imaginer un petit peu, ils iront voir évidemment, et je serai le premier aussi, la vidéo sur les orages ou la foudre, je crois, que vous avez fait. Comment vous travaillez vos vidéos, comment vous les mettez en scène? J'ai vérifié, j'ai pas fait sur les orages du coup. J'ai cru comprendre sur la foudre. Mais j'ai dû en citer plein du coup, j'en ai des centaines donc j'avoue. Mais j'ai dû faire sur la foudre. Très belle transition. C'était quoi la question? C'était propager le savoir. Est-ce que c'est pas la meilleure réponse du coup à ça, sans trop s'attacher finalement aux critiques qu'il y a sur notamment le réseau social X? C'est ce que vous faites en fait avec vos vidéos. Après, c'est des êtres humains, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait partie du tout, quoi. Dans le sens où là, on se concentre sur un épiphénomène, c'est-à-dire quelques petits pourcentages de gens, en fait, qui râlent sur les réseaux sociaux, mais ils sont très légers. Est-ce que toi, du coup, tu sais le pourcentage de ces gens, les climato-sceptiques, en France, par exemple? Il y en a peut-être 2-3%. C'est la minorité bruyante, on va dire. Oui. Et derrière... On a bien un président climato-sceptique qui a été élu aux États-Unis sur des bases de discours anti-scientifiques.
Il y aura un peu plus de pourcentage chez les Américains. Après, ils ont toujours été un peu plus climato-sceptiques que les Français. On a bien en parallèle des partis politiques anti-scientifiques qui sont en train de monter en France. Et le problème, c'est qu'à force de se dire « oui, c'est une petite minorité silencieuse », mais qui touchent de plus en plus de monde parce qu'ils ont des techniques de communication. Ils sont pas silencieux, ils sont agissants. C'est pour ça qu'on a le sentiment qu'ils prennent peut-être plus de place. Ils ont des techniques de communication qui marchent beaucoup mieux qu'un scientifique qui va nous raconter un petit peu ses petits chiffres, ses pourcentages avec ses références. Et c'est ça qu'il faut contrer. C'est-à-dire cette montée de plus en plus virulente envers la science qui est en train de se produire depuis quelques années. C'est pas juste de savoir combien de pourcentage de personnes sont présentes et critiquent les scientifiques. C'est que derrière, il y a aussi une minorité silencieuse qui les écoute et qui vote derrière. Et que ça, on ne peut pas les chiffrer. C'est ça qui me dérange. Après, c'est effectivement, il y a une partie un petit peu combat là-dedans, mais je veux dire, c'est un petit peu comme les gens qui vont penser que la Terre est plate. Ils ne sont pas non plus très énormes. Je crois qu'ils sont encore moins que les climato-sceptiques, tu vois. Mais ça fait partie du paysage et il y a plein de minorités qui vont faire un petit peu de bruit parce que du coup, elles sont toutes seules et en même temps, du coup, elles ont le sentiment que c'est un truc important. Mais je pense aussi, plus le temps passe, plus les années / les décennies, et plus, si c'est une évidence, cette évidence va devenir de plus en plus évidente et le ratio va naturellement baisser parce que il y a le travail des gens comme toi ou des scientifiques et puis de toutes les stats qui vont dans le sens où par exemple, il y a le réchauffement climatique et plein de choses en fait qui découlent de ça. Mais voilà, en fait, ça prend du temps. Et il y a peut-être 20 ans, ils étaient plus nombreux parce que du coup, on n'était pas sûr. Et petit à petit, la certitude s'installe, tu vois. Mais on n'a pas le temps de se donner le temps avec le changement climatique. Se dire avec le temps, oui, les faits vont donner raison aux scientifiques. Et d'ailleurs, ça fait déjà 40 ans que ça donne raison, mais bon, ça n'a pas changé. Mais le problème, c'est que quand tu dois adapter une forêt, quand tu dois adapter une viticulture ou de l'arboriculture, il faut planter l'arbre maintenant pour qu'il vit pendant 50 ans. Donc en fait, on est dans une certaine forme d'urgence d'adaptation des écosystèmes et on n'a pas le temps de se laisser le temps de se donner raison avec les données scientifiques. Parce que quand on aura raison, au final, avec les données scientifiques, ça sera déjà trop tard par rapport au... Donc il y a une certaine forme d'urgence. Alors, peut-être que j'ai l'impression d'être un peu trop dans le combat, tu vois. C'est une urgence qui s'étale sur des décennies quand même. Donc, c'est pas non plus l'urgence de la maison qui est en train de brûler dans un temps humain, quoi. C'est un temps qui prend quand même plus de temps. Et dans tous les cas, ça va dans ton sens. C'est-à-dire que s'il y a 2% des gens qui sont climato-sceptiques, ça veut dire que 98% des gens ne le sont pas. Si les gens ici étaient des gens qui représentaient la population humaine, il n'y en aurait que quelques-uns. Donc là, tu t'adressais à quelques personnes pour leur dire « ouais, nanana ». En plus, tu t'adresses pas à eux. De ce que tu as dit, c'est que tu essayes de faire en sorte que les autres ne soient pas embarqués dans le phénomène, quoi. 28% des Français sont climato-sceptiques. Tu m'as pas dit 2% ? 2% des personnes qui parlent sur les réseaux sociaux. Et derrière, en fait, on en a 28. Donc il y a 26% des personnes qui ne parlent pas, mais qui sont convaincues par ces discours. C'est sur ça que je milite. C'est pas sur les 2%, parce que ces 2% qui sont bruyants, pour moi, c'est peine perdue. C'est peine perdue, on va pas leur changer leur avis. C'est sur les autres qui... Mais du coup, c'est intéressant votre débat. Poisson Fécond, par exemple, quand vous expliquez des choses à travers vos productions et que vous voyez peut-être des commentaires qui remettent en question ce que vous dites, quelle est votre réaction? Parce que c'est vous qui avez monté la chose, qui l'avez travaillé aussi, parce qu'il y a un gros boulot, évidemment, en amont. Je précise quand même que moi, j'ai des équipes aujourd'hui. Ça fait 13 ans que je suis sur YouTube. Donc, j'ai des rédacteurs, des monteurs vidéo. Donc, je ne suis pas expert de mes sujets. Et en l'occurrence, même les rédacteurs avec qui je travaille ou les auteurs, ce ne sont pas des experts, c'est des gens qui sont juste bons à chercher des informations qui sont le plus fiables possible sur plein de sujets différents et donc faire en sorte que du coup on ne dise pas de bêtises. Ça peut arriver qu'il y ait des bêtises qui soient glissées parce qu'on n'est jamais expert. Et dans tous les cas, quand il y a un expert qui va regarder notre vidéo, il y a peut-être des coquilles qui vont peut-être passer parce que du coup ça nous échappe, ce qui est normal aussi, j'imagine. Mais c'est pas des trucs qui sont très importants pour une personne en fait qui découvre le sujet. C'est après à quel niveau en fait du coup on va mettre le niveau d'importance. Vous voyez. Alors là c'était la première thématique en effet sur les médias sociaux. Mais quel rôle jouent les médias dits traditionnels, donc la presse écrite, la presse web, la télévision, la radio, justement dans ce monde que l'on vient développer ou d'étayer, devrais-je plutôt dire à l'instant. J'ai un avis un petit peu double sur le sujet, je suis un peu partagé, puisque il est vrai que beaucoup de médias, sauf CNews, beaucoup de médias viennent me voir pour avoir
des explications sur pourquoi la vache laitière a moins produit de lait en 2022, pourquoi on a eu des pertes de rendement sur le maïs dans le sud-ouest en 2024, pourquoi les moissons ont été retardées en 2024 et que ça fait des problèmes pour le blé. Enfin, des compréhensions, c'est bien. C'est bien. Derrière, on a un truc qui me chiffonne un petit peu, c'est cette façon de vouloir titrer, de vouloir centrer l'information sur l'humain, qui derrière détruit un petit peu ce discours scientifique. Je m'explique. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé d'un article sur la réduction nécessaire de la consommation de viande, avec plein de nuances derrière, puisqu'on a besoin des animaux pour fertiliser les champs, on a besoin des animaux pour les zones humides, les alpages, qui sont des zones qui ne doivent surtout pas être retournées pour planter du maïs, par exemple. On a besoin des animaux pour la structuration des paysages, et les bocages sont une zone de biodiversité très intéressante. Donc on a besoin des animaux avec le végétal. Donc il faut trouver un équilibre entre réduire la consommation et puis garder quand même des animaux pour fertiliser notamment le bio qui a besoin d'éjection animale. L'article était bien écrit. Il était très bien écrit. Le titre c'était « Serge Zaka veut qu'on mange plus de viande ». Enfin, il y a un moment, la nuance scientifique se perd dans cette volonté aussi des médias de faire du clic. Et ça, c'est un peu dérangeant. Ça ne donne pas envie à mes collègues, en tout cas quand ils ont vu l'article, ils se sont dit ouais, moi je ne vais plus répondre aux médias parce que s'ils mettent un titre comme ça ne va pas le faire. Ça c'est le premier point. Deuxième point, tout est centré sur l'homme. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est la clim, le nucléaire. D'ailleurs, ça s'est vu dans les débats présidentiels, c'est soit nucléaire, soit éolienne. Le changement climatique, c'était ça, quoi. On ne parle pas du chêne vert, on ne parle pas de la remontée des écosystèmes, on ne parle pas des problèmes sur l'échauffement de l'eau, on ne parle pas des problèmes sur l'agriculture et la remontée des agrumes et des olives, ça on n'en parle pas. Et donc on se retrouve en plein temps à se dire là il va faire 30 degrés en mai, mais c'est génial. C'est génial, il fait 30 degrés en mai, on peut boire des bières en terrasse. Ça fait déjà plusieurs années. Oui, et du coup, en parallèle, on a des floraisons précoces et des gels tardifs où des écosystèmes se tapaient 30 degrés pendant la naissance des oisillons. C'est pas forcément très bon pour les stress thermiques pour les oisillons. Mais par contre, on peut boire des bières en terrasse. Donc il y a une évolution médiatique vers parler de ces sujets. Par contre, il y a une évolution encore à faire sur comment les présenter. Alors, c'est déjà bien, on en parle. Maintenant, il faut les présenter d'une façon qui soit la plus, pas la plus buzzante possible, mais la plus nuancée possible sur ces aspects-là. Est-ce que c'est pas aussi nous tous, et je m'inclus dedans, ou quand on se retrouve en effet avec un peu de douceur, mais on se rend compte que c'est bien au-dessus des normales de... En fait, est-ce que par rapport au réchauffement climatique, qui était aussi l'un des thèmes au cœur de vos échanges à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas déjà une forme d'adaptation? Alors, l'adaptation, on y vient, on est obligé. Ce qu'on peut faire, c'est de limiter en effet l'importance de ce réchauffement et ses conséquences, mais est-ce qu'il n'y a pas une adaptation? C'est-à-dire que quand on n'a pas eu 25 degrés avant le mois de mai, finalement, c'est pas normal pour la plupart d'entre nous. Moi, je le vois, et je pense que beaucoup ici le voient avec des proches ou des collègues de boulot quand on se retrouve autour d'un café. C'est souvent ce qui vient. Ah, on a passé une super semaine, t'as vu, plein soleil et 25 degrés. Ouais, c'est 10 degrés au-dessus des normales de saison par endroit, en fonction des territoires. Alors, je dirais pas que c'est une forme d'adaptation. Je dirais que c'est une forme d'égoïsme. Enfin, c'est pas le même vocabulaire, mais... alors moi personnellement quand il fait chaud je vais boire des bières aussi en terrasse, je suis pas non plus un mec qui vit dans une grotte, hein. Le problème c'est que dans ma tête je garde quand même les impacts sur les écosystèmes de ces dérégulations des saisons et c'est ça qu'il faudrait que les médias mettent en avant, c'est que le changement climatique ne concerne pas l'homme, on n'est pas la seule espèce vivante de cette planète. Pour l'instant c'est un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est très centré sur nos effets économiques, politiques, enfin voilà. Alors qu'en réalité, 90% des effets, c'est tous les autres êtres vivants, la migration des oiseaux, le chant des cigales. Des trucs qui vous paraissent ridicules, mais quand l'écosystème s'effondrera derrière parce qu'il ne pourra pas s'y remettre, on en dépendra derrière. Vous n'avez pas quand même la sensation que les médias, alors peut-être pas tous et sans doute pas assez, n'en parlent pas davantage quand même de cette question du réchauffement climatique, avec quand même des scientifiques qui interviennent, des documentaires qui sont faits sur le sujet. Est-ce que c'est pas assez? En fait, c'est une question tout à fait neutre. Hein. Alors, entre nous, je trouve que c'est déjà assez, on en parle suffisamment. C'est juste qu'il faudra en parler peut-être d'une autre façon. Voilà. Pas en faire plus. Pas en faire plus, c'est pas bien, c'est en faire autant et mieux. Voilà.
Enfin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet, mais moi, c'est plus la façon dont on aborde les sujets qui me gêne. Voilà, c'est pas le nombre de fois qu'on répète les impacts dans les médias, c'est la façon dont on les aborde. Il peut y avoir des extrêmes dans les deux sens. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est que les climato-sceptiques aussi, c'est aussi certains discours politiques, notamment des discours de l'autre côté, de l'autre bord politique, d'exagération des impacts du changement climatique, quoi. Après, enfin, voilà, il manque un peu de nuance, il manque un petit peu de centralité et de réflexion, voilà, scientifique et pas seulement centrée sur l'âme. Vas-y. Le petit souci par rapport à ça, c'est que c'est pas lié au climato-sceptisme ou alors du coup le changement climatique au sens large, c'est que les médias au sens large, du coup, ils travaillent pas pour la planète mais pour l'audimat. Et du coup, c'est quand même un petit changement de taille. Ils s'en foutent de la planète. Enfin, fondamentalement, en fait, c'est pas ça qui les font vivre. Mais moi, je m'en fous de l'audimat. Oui, mais du coup, sauf que c'est pas toi qui contrôle le média. Donc, tu vois, c'est là où on est piégé. Et du coup, étant sur YouTube et d'autres réseaux, l'importance d'avoir un titre qui est accrocheur est fondamentale. C'est pour ça que parfois il va y avoir des mini-mensonges ou alors du coup ils vont faire un focus très précis sur un élément dans l'article ou alors dans le machin en question pour faire en sorte que les gens aient envie de cliquer. Et après ils vont prendre aussi un angle qui va être souvent un peu plus alarmiste. Donc en vrai ça fonctionne bien pour le climato-sceptique. Non, enfin je veux dire pour le changement climatique. Comme c'est une situation qui va être alarmiste, les médias ils vont trouver ça génial parce que du coup ils vont faire waouh, je vais pouvoir faire des clics ou alors du coup des vues par rapport en fait à ce sujet. Mais oui, ils vont prendre des angles qui sont un peu bateaux et des trucs qui vont être un petit peu généraux, mais parce que du coup, ils s'adaptent au niveau moyen de la population. Les gens qui regardent ça, ils sont là, juste après, ils vont switcher sur du foot et avant, ils vont avoir une pub pour du yaourt, tu vois. Donc, en même temps, il faut quand même essayer de se caler à un moment T sur des personnes qui sont pas focus sur un sujet, quoi. Et peut-être que c'est un sujet qui nous touche tous, mais comme plein de sujets, en fait, touchent les gens, en fait, tu vois, ils ne touchent pas ce sujet plus les gens qu'autre chose. Le fait que, du coup, ils ont un problème, par exemple, avec leur chauffe-eau, ça va les toucher plus que le réchauffement de la planète, tu vois. Donc, tu vois, en fait, c'est juste... c'est compliqué parce que toi, du coup, tu es un expert sur le sujet et quand on est un expert, on n'est jamais content de la façon dont le sujet est traité parce qu'on aimerait que ce soit plus précis, que ça aille plus en profondeur, etc. Mais on demande trop à des gens, en fait, qui s'en bat les steaks, toi. Pour résumer grossièrement le sujet, quoi. Steak qu'on doit manger un petit peu moins. Pas trop, attention, du coup. Je réagis quand même parce que, évidemment, il y a cette facilité à englober tous les médias. C'est facile d'englober tous les médias, de dire que l'idée c'est de faire de l'audience et du clic. Mais il ne faut quand même pas oublier que dans les rédactions, il y a des journalistes qui sont spécialisés et qui travaillent quand même à essayer de pousser des thèmes, des idées de reportage, des articles pour... les médias traditionnels restent quand même une porte essentielle pour aussi l'accès au savoir. Alors il y a des erreurs, hein, évidemment, attention, et comme partout, et comme nous tous, on en fait au quotidien. Mais il ne faudrait pas tomber justement non plus dans ce petit complot qu'on revoit revenir aussi régulièrement auprès des journalistes sur le fait que les journalistes sont tous les mêmes et l'objectif c'est de créer de l'audience et de faire du clic. C'est pas que ça un journaliste. Non, bien sûr, évidemment. Mais en fait, le journaliste et la personne qui réalise du contenu, par exemple sur YouTube, on va dire éducatif, ils sont confrontés à un problème entre guillemets un peu similaire. C'est-à-dire, d'un côté, ils veulent informer les gens sur des sujets qui leur semblent importants et d'un autre côté, s'ils font pas de vues, eh bien ils sont virés ou alors du coup ils sont jartés. Et donc en fait, du coup, ils sont un petit peu sur cet entre-deux. Il n'y a pas de complot ou de trucs comme ça. C'est juste qu'ils sont face à une sorte de dilemme plus ou moins moral sur savoir est-ce que je vais faire des articles de fond où les gens s'en foutent complètement peut-être, où j'aurai pas de vue et au bout d'un moment, mon patron il va me dire bon bah t'es gentil Coco, mais maintenant du coup on voudrait quand même que notre journal il soit vendu parce que en fait le journal s'il n'est pas vendu, bah ça ne fonctionne pas. Donc en fait il doit séduire un petit peu les deux. Et après peut-être en plus il va avoir un actionnaire machin du coup qui va vouloir pousser des thématiques plus fortes qui va dans son sens. Et donc, on est sur une sorte de triade un peu complexe. Et après, on va avoir le scientifique à notre côté qui va se rajouter et qui veut avoir son propre sujet. Et en fait, du coup, ça fait un truc qui est quand même complexe à gérer et on s'en sort pas trop mal par rapport à tout ça. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de pression ni même d'interaction de ma direction dans les médias dans lesquels je suis passé pour insister sur tel ou tel sujet ou ne pas évoquer un sujet. Au contraire, je trouve qu'aujourd'hui,
En ce qui me concerne, on a vraiment une liberté d'articles, une liberté de reportage, une liberté en plateau pour dire les faits. Et les faits, ils nous proviennent peut-être des équipes de Météo France qui étaient encore là hier soir en haut. Et c'est eux notre porte d'entrée vers le savoir, et à nous de la rendre accessible, Serge. Alors, vu dans l'état dans lequel ils étaient, Météo France hier soir, je pense qu'ils sont pas là ce matin, ils doivent dormir. Petit coucou s'ils sont là. Alors, pour chiffrer, j'aime bien chiffrer. Il y a une étude de Quota Climat qui a été faite il n'y a pas longtemps. Quota Climat, ce sont une association, je pense, de personnes qui regardent en fait la désinformation climatique et qui l'ont permis de chiffrer en fait quels médias désinformer le plus au niveau français. Et tu as tout à fait raison, il y a des énormes différences. Déjà, le public, il est largement meilleur. Il y a peut-être, ce qui ressort, c'est peut-être quelques erreurs, mais c'est pas volontaire. On retrouve derrière. Sûr, il y a des erreurs, évidemment. Oui, ça c'est humain, on n'y peut rien. BFM est bon, TF1 est bon, France 2 est bon. Et derrière, on retrouve Europe 1, CNews, qui se trouvent dans cette désinformation, mais très très haut. Et c'est là où on se pose la question derrière, c'est les médias de Bolloré, s'il me semble. Quelle limite il doit y avoir entre la possession de la part de certaines oligarchies ou de personnes des médias par rapport à cette désinformation? Et je dis ça parce que tu voulais mettre des nuances entre les différents médias pour ne pas les mettre tous dans le même panier. C'est effectivement le cas. C'est chiffré. Et je vous invite de regarder le graphique de Quota Climat qui se partage sur les réseaux sociaux. Il est hyper parlant. Il est hyper parlant par rapport à ça. Eh ben merci, je ne sais pas si vous voulez rajouter, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de ce thème. Je pense qu'il va y avoir des questions, évidemment, et il ne faut pas hésiter à les poser dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des bras levés. Oui. Il y en a un. On va commencer sur la gauche. Merci beaucoup pour le micro. Merci. Quel est le plus dangereux entre un scientifique qui vulgarise mal et un vulgarisateur qui fait une erreur scientifique ? Vous avez 3 heures. J'aurais pas dû te passer le micro. Je dirais que ça dépend pas du profil de la personne, ça dépend du nombre de personnes qui l'a touché. Enfin, par exemple, si tu te trompes, toi, tu as 3 millions de personnes. C'est lié à l'audience. Oui, c'est lié à l'audience après qui va. Le poids en fait qu'il a derrière tout ça, quoi. Parce qu'au final, c'est un peu la même chose. Puis une autre petite question. Alors moi je reviens sur les médias sociaux. Est-ce que la création des nouveaux réseaux comme Blue Sky, etc., est-ce que c'est du coup pas contre-productif et un aveu de faiblesse de la part des scientifiques? Parce que si on regarde bien, alors les complotistes et les climato-sceptiques, ok, ils ont peut-être 1 milliard de défauts, par contre ils ont peut-être une qualité malheureusement que les scientifiques n'ont pas, c'est qu'ils sont jusqu'au boutistes, ils ont tellement envie, ils sont tellement convaincus de leurs propos qu'ils vont aller jusqu'au bout, ils ne lâcheront rien sur tous leurs débats, contrairement aux scientifiques qui très rapidement vont arrêter le débat et vont aller de leur côté, et du coup se restreindre sur Blue Sky. Et si on se met à la place derrière du complotiste, il va se dire super, j'ai gagné, et peut-être que j'ai convaincu d'autres personnes qui, eux, étaient dans un entre-deux, et vont voir que les complotistes, justement, sont très persuasifs dans leurs propos et vont du coup réussir à gagner tout un tas de personnes. Est-ce que c'est justement pas un aveu de faiblesse tout ça? Si tu veux dire quelque chose, ok. Attention, parce que les climato-sceptiques, leur façon de discuter, c'est de renverser l'échiquier, d'insulter, de diffamer, de regarder sur le physique. Ce qui fait que les personnes en face d'eux, qui sont des scientifiques, qui eux ne rentrent pas forcément à l'appareil, c'est-à-dire qu'ils vont pas les insulter, ils vont essayer d'expliquer, de se fatiguer en expliquant. Derrière, ils sont humains. Il ne faut pas oublier qu'ils sont humains. Et moi, je peux comprendre que certains de mes collègues de Twitter sont partis sur Blue Sky parce qu'ils sont humains. Quand on reçoit des centaines d'insultes par jour, il y a des gens qui préfèrent partir. C'est normal. Enfin, c'est pas forcément soutenable pour tout le monde. Ça dépend de la faculté de chacun de pouvoir gérer cette situation. Et donc, c'est juste qu'ils n'ont pas la même façon de parler, les complotistes et les scientifiques. Et un scientifique qui est plus dans l'intellect, qui se prend plein d'insultes, et il va rapidement laisser tomber parce qu'il va le prendre à cœur. En fait, voilà. Et donc, je pense pas que ce soit un aveu de faiblesse, c'est juste que ce sont des gens qui sont humains.
et qui ne veulent plus subir ces pressions-là, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, moi, je suis pas parti. Je pense pas que ce soit un aveu de force non plus. Hein. C'est juste que chacun a sa façon de gérer la situation. Oui, bonjour. Pour moi, il y a deux niveaux, en ce sens qu'il y a le premier niveau qui, effectivement, au niveau, par exemple, des climato-sceptiques, on a la désinformation, mais qui concerne des individus qui, a priori, ne sont pas, en effet, scientifiques ou ne sont pas extrêmement informés, ou qui vont émettre, en effet, des avis, mais qui n'auront peut-être pas énormément d'importance. Moi, ce qui va me déranger encore plus, et je sais un peu de quoi je parle à ce niveau-là, parce que je me suis bagarré pendant des années avec certains météorologistes, avec certains experts qui, d'ailleurs, eux aussi véhiculent une contre-information assez mieux organisée, d'ailleurs. Je vais prendre un exemple. Hein. Moi, je viens de Belgique ici. Pendant des années, je me suis battu avec un météorologiste qui intervenait à la télévision et aussi via les réseaux sociaux. Il bénéficiait donc d'un quota très très important d'audimat et de crédibilité intrinsèque, puisqu'il était censé incarner quand même un certain savoir. Et en plus de ça, évidemment, ses réponses étaient beaucoup mieux organisées que l'individu lambda qui n'a pas encore remarqué, ou qui l'a remarqué sans le savoir, que les lilas, effectivement, maintenant fleurissent en avril et non pas en mai. Autant un Donald Trump, on peut comprendre qu'effectivement, il y a des intérêts à en effet à faire un certain climato-sceptisme par rapport à du pétrole, des choses comme ça. Bon, voilà. Autant ces individus-là, je ne comprends pas trop leur motivation et je ne comprends pas trop comment les contrer aussi. En France, je vais peut-être le nommer, même si je ne devrais peut-être pas, on a par exemple un organisme comme Météo 60 qui est quand même très climato-sceptique, n'est-ce pas? Bon, alors que c'est quelqu'un qui pourtant, pour autant, est vraiment, sur certains côtés, très très bon, je veux dire. Hein. Ils ne disent pas que des bêtises. Et d'ailleurs, c'est ça qui est grave, c'est qu'en fait, ils ne disent pas que des bêtises. Donc, en mêlant du vrai et du faux, on devient extrêmement crédible. Donc, comment on peut gérer ça? Alors, pour Météo 60, je rebondis tout de suite dessus parce que c'est une personne qui est tout à fait détestable et qui m'insulte toute la journée. Ce n'est pas un météorologue, ce n'est pas un climatologue, c'est une personne qui possède un site internet et qui n'a aucun diplôme dans ce domaine-là. Qui a de l'audience, qui en a 14 000, c'est pas non plus énorme. Il a de l'audience, il touche des personnes. Derrière, vous regardez, il y a deux façons de communiquer sur ces profils. Il y a des discours hyper intéressants où il analyse des cartes, et même moi je suis d'accord avec lui. Mais ça, c'est pas lui qui les écrit. Il a des salariés qui le font. Et derrière, quand il prend le compte, il parle des antivax, il parle des Palestiniens, il parle d'un chapeau de cow-boy. Enfin, ça, c'est lui qui écrit. C'est qu'en fait, il a des personnes qu'il paye pour gérer les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il est intelligent. En réalité, non, je vais pas dire ça comme ça, mais vous avez compris. Oui, ça, c'est hyper dangereux. Il a écrit Météo 60 et il pourrait toucher des personnes. Ça, pour moi, c'est les plus dangereux. En réalité, c'est les pseudo-scientifiques, parce que c'est pas un scientifique comment ? Voir des scientifiques qui ont une audience et qui derrière vont pas forcément. Enfin, si, c'est une certaine forme de désinformation. Voilà. Mais c'est pareil, après on peut rentrer dans le tas, sauf qu'on ne va pas forcément parler de la même façon avec un scientifique qu'un complotiste. Là, on va apporter beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'articles scientifiques pour un petit peu nuancer, contredire cette personne-là. Mais voilà, après, Météo 60, c'est un cas particulier quand même. Enfin... Et on aura une toute dernière question, s'il vous plaît. Après, j'ai une remarque à faire, pourtant. Très rapide, il reste 1 minute 30. S'il y a une dernière question. Il n'y avait pas une autre... Pardon, juste là. Merci. Oui, au-delà du simple phénomène scientifique, complotiste, etc., malheureusement, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est un constat, mais vous avez peut-être des réactions là-dessus. Moi, sans être très nuancé, et pourtant il y a besoin de nuances, mais grosso modo, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il y a la manière dont je vois la situation, il y a une moitié qui va voter Le Pen au présidentiel, qui est pro-Trump, pro-Poutine, anti-vax et climato-sceptique, et qui regarde CNews. Voilà. Et puis, il y a une autre moitié, c'est le reste. Donc le paysage politique, à mon avis, conditionne la réceptivité des gens à ce type de message. Donc ils vont aller chercher effectivement ce qui conforte leurs croyances, climato-sceptiques par exemple, ou anti-vax, ou etc. Mais tout ça,
ça fait une moitié malheureusement de la population, comme aux États-Unis d'ailleurs. Finalement, on retrouve à peu près le même schéma. Si on regarde ceux qui regardent CNews, c'est visiblement un média de propagande pro-russe, c'est évident. Il n'y a qu'à voir les gens maintenant qu'ils ont recrutés et qui sont des anciens de, je ne sais plus comment elle s'appelle, une ancienne de Russia Today. C'est clairement, mais c'est limpide, donc c'est l'agenda politique de Bolloré. Mais il y a 50% de la population dont le vote correspond à ça, au présidentiel. Quelle est votre vision là-dessus? C'est pas vraiment une question précise, mais moi je trouve ça plutôt anxiogène. C'est vrai qu'on a un package de la totale, comme Météo 60, anti-vax, raciste, et puis homophobe, et puis anti-changement climatique, c'est pas de la faute de l'homme. Enfin, c'est vrai qu'on a un package, j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Pourquoi, généralement, quand du complotisme sur le climat, il s'accompagne de toutes les valises qu'il y a derrière, je ne pourrais pas vous expliquer. Ça, c'est peut-être juste de la sociologie, peut-être juste un manque d'éducation globale, mais je pourrais pas, je saurais pas quoi répondre. Voilà. Poisson fécond, peut-être très rapidement. Vous avez, à travers ces remarques, quelque chose à rapidement rajouter? Bon, je sais pas, c'est un peu complexe peut-être pour répondre en deux, mais bien sûr. Effectivement, il y a peut-être un package. Alors, je sais pas s'il y a un package. Du coup, là, c'est ce que vous dites, du coup, mais là, ce serait en fait parler sur un truc où on n'est même pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y a un package justement par rapport à tout ça. Mais en admettant qu'il y en ait un, c'est-à-dire que quand quelqu'un est climato-sceptique, il aura plus tendance à être autre chose. C'est peut-être que du coup aussi, il a naturellement, et j'ai connu des gens qui sont comme ça, une tendance à douter en fait de la version officielle. Naturellement. Et donc, du coup, comme officiellement on dit qu'il y a ça... C'est de la psychologie, quoi. Oui, c'est plus de la psycho. Du coup, à ce moment-là, on va englober plein d'autres choses parce que officiellement, les gens ils disent ça. Donc, forcément, c'est peut-être pas ça et donc c'est louche. Mais c'est pas lié au sujet en lui-même. Une petite séance de pub, visiblement. BD, livre. Je fais pas une séance de pub très longue. Voilà, tapez mon nom et vous aurez la BD, le livre. Voilà. Merci beaucoup, Serge. Serge Jacquat et Poisson fécond, merci d'être venu pour ce festival Chasseurs d'Orage. J'en profite. Merci à vous. Si tu veux venir faire un tournage en chasse à l'orage, t'es le bienvenu, je t'emmène. Avec plaisir, merci. Voilà. Et dans un instant, on repartira. Sur la route pour chasser les orages. C'est avec Maxence Verrier. C'est une nouvelle projection et ça arrive dans quelques minutes.